visite chez le gynécologue, ça peut parfois très bien se passer et parfois beaucoup moins. Et dans ce cas-là, on appelle alors cette situation des violences gynécologiques. Actes, omissions ou comportements inappropriés qui ne sont pas forcément justifiés médicalement, mais aussi qui ne respectent pas le consentement libre et éclairé de la patiente. Ça peut être aussi des violences verbales et psychologiques, donc des termes qui sont inappropriés ou qui ne respectent pas l'intimité de la patiente et ses choix. Il existe plusieurs exemples de violences gynécologiques. Dans le non-respect de l'intimité, il y a typiquement dans certains cabinets gynécologiques ou de médecins généralistes qui font de la petite gynécologie, où on ne retrouve pas par exemple de paravent ou de pièces à part entière pour se changer. Il y a aussi le fait de parfois, pour un dépistage, on va te demander de retirer l'entièreté de tes habits alors que c'est pas nécessaire. Tu peux très bien garder ton pantalon dans ce cas-là, ou à l'inverse pour un toucher vaginal, tu peux très bien garder le haut et c'est très important pour respecter la situation et ton intimité. Il y a d'autres exemples, notamment dans le respect du consentement, le fait de toujours demander si c'est ok de pratiquer tel acte ou tel, par exemple, palpation des seins, toucher vaginal, d'insérer un spéculum par exemple, de toujours demander bien à la patiente si elle est ok de faire ça, d'expliquer aussi ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire, pourquoi c'est pertinent de le faire et d'accepter l'éventuel refus, en fait, de faire cet acte-là ou pas. Un point qui est très important et lié au consentement, c'est aussi le fait de faire des touchés vaginaux quand la patiente est inconsciente. J'ai déjà eu des témoignages de médecins en formation où on leur disait, le médecin formateur disait aux étudiants en médecine de faire des touchés vaginaux sur des patientes inconscientes pour se former. Ça, c'est pas du tout ok parce que c'est pas du tout respectueux de la loi patient de 2002 qui dit vraiment explicitement qu'on doit respecter le consentement libre et éclairé. Mais comment a-t-on un consentement quand on est inconsciente? Ensuite, plutôt dans les termes utilisés par le médecin, qui peuvent être non pertinents ou blessants, c'est tout ce qui peut être de supposer qu'il y a un mari derrière alors que la patiente est peut-être lesbienne ou peut-être en situation, d'autres formes de situations de relations amoureuses, que ce soit avec ou pas un partenaire permanent. Donc vraiment essayer de ne pas aller vers quelque chose de très carré et de laisser la liberté à la patiente de se définir comme elle est et d'en discuter de manière respectueuse et ouverte en fait, sans avoir de présupposés. Typiquement, des femmes ayant un handicap visible ou invisible peuvent peut-être moins s'exprimer par rapport à leur malaise ou au respect de leur intimité. Il y a aussi tout ce qui est lié au racisme, mais aussi aux questions LGBTQIA+, de typiquement partir du principe que la patiente est forcément hétérosexuelle ou qu'il y a eu d'autres formes de violence par, entre guillemets, omission, de dire, vous êtes une femme lesbienne, vous n'avez pas besoin de faire tel et tel test, alors que non, c'est toujours important de faire certains tests MST, etc., que des femmes lesbiennes peuvent aussi avoir recours à l'avortement et des choses comme ça. Il y a aussi des femmes qui peuvent vivre de la grossophobie, liée par exemple au matériel du gynécologue aussi. Alors c'est difficile de se prémunir de violences gynécologiques à l'avance. Par contre, quand elles surviennent ou que vous vous sentez mal à l'aise, mais que vous ne savez pas exactement pourquoi, que ce soit sur le moment même ou le lendemain ou quelques semaines après que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des choses pas normales qui se sont passées et que vous n'êtes pas OK avec ça, le premier conseil serait de ne pas retourner chez ce gynécologue-là ou ce médecin qui fait de la petite gynécologie. Après, il y a d'autres solutions aussi possibles, c'est de, après s'être rendu compte de ce qui s'est passé, soit vous pouvez aller parler à ce médecin ou tout simplement arrêter d'aller le voir. Après, il existe aussi de manière assez restreinte des listes de médecins spécialisés qui seraient plus ouverts, pas sexistes ou LGBTQIA+ friendly ou pas grossophobes. Vous pouvez aussi demander dans votre entourage. Ces listes par contre sont assez limitées, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste qui peut être estampillé de LGBT friendly va peut-être être grossophobe en fait, ou l'inverse, il va peut-être être moins sexiste mais au contraire raciste. Donc on n'est jamais en fait à l'abri de ce qui peut arriver. Après c'est pas tous les médecins qui sont comme ça, mais ça peut être une réalité. On peut s'attendre à ce qu'une personne soit ouverte sur une question et beaucoup moins sur l'autre. Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas culpabiliser premièrement de s'être rendu compte, peut-être pas sur le moment même, de ce qui s'est passé. Et dans un deuxième temps, d'en discuter ouvertement dans votre entourage ou avec le médecin ou dans le cadre d'une association féministe. Vous ouvrir, pas rester sur ça et communiquer par rapport à ça pour mieux le vivre et peut-être aller vers une intervention plus collective par la suite. Du
coup, quand on est victime d'une violence gynécologique et qu'on en a conscience, au niveau pénal, il n'y a pas grand-chose qui a déjà abouti, malheureusement à l'heure actuelle, mais il existe des services de médiation dans chaque hôpital. Il y a aussi SPF, donc Service public fédéral, un service de médiation lié à la loi Patient de 2002 sur le consentement libre et éclairé qui peut aussi vous accompagner dans un service de médiation avec le médecin en cause. Il y a aussi des associations de patients ou d'erreurs médicales qui peuvent aussi vous accompagner. Alors on ne peut pas donner encore à l'heure actuelle en Belgique d'ampleur chiffrée de statistiques par rapport aux violences gynécologiques dans les différentes régions, ce qui est dommage parce que ce serait très intéressant d'avoir ces chiffres-là pour les porter au niveau politique. Surtout qu'au sein de nombreuses associations féministes, de nombreux témoignages nous reviennent quand même assez régulièrement depuis de nombreuses années. Donc ce serait très intéressant d'avoir des études sur le sujet.